Salut et bienvenue sur Cléboa Original et Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Alors, nous vous proposons de suivre le grand journal de la RTNC et on se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Tombé sur la capitale la nuit du 12 au 13 décembre dernier. Un culte écuménique a été célébré aujourd'hui en leur mémoire au Palais du Peuple. Le couple présidentiel est venu reconforter les familles éplorées. À quelques heures de l'ouverture de la 9e conférence des gouverneurs, Mbandaka est dans l'effervescence. Guilain Kabalondi va nous décrire l'ambiance sur place avant l'arrivée du président de la République. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. La nouvelle est tombée aujourd'hui. Fini donc la conditionnalité imposée à la RDC pour l'achat des armes. Qu'est-ce qui explique ce revirement du Conseil de sécurité? Nous avons joint au téléphone le ministre de la Communication il y a quelques minutes. On l'écoute. Bonsoir. Alors, nous venons d'apprendre que le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité 2 résolutions se rapportant à la République démocratique du Congo. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de la résolution qui porte sur la levée des mesures portant notification sur l'achat des armes. Vous savez que la République démocratique du Congo souffrait de cette procédure qui ne nous permettait pas d'acquérir les armes pour assurer la défense du territoire. Et donc aujourd'hui, grâce à la stratégie diplomatique déployée par le président de la République, nous pouvons considérer que c'est une bataille gagnée et donc nous tenons à saluer cette victoire diplomatique d'une part. Et le gouvernement prend note de la résolution, l'autre résolution qui a été adoptée, qui prolonge le mandat de la MONUSCO. En rapport avec cette levée de mesures de notification, longtemps réclamée par la RDC, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, finalement, la France porte la cause de la République démocratique du Congo? Mais c'est d'abord parce qu'il y a une action diplomatique forte. Il vous souviendra qu'en septembre dernier, le président de la République en avait fait mention de cette question au discours qu'il a tenu devant le Conseil de sécurité. Mais au-delà de cela, le vice-premier ministre de Tundela et nous-mêmes, nous considérions que cette mesure était injuste parce que pour un pays souverain comme la République démocratique du Congo qui est en état d'agression, il doit avoir les ressources et les possibilités de s'armer pour assurer la défense de son territoire. Et donc aujourd'hui, nous considérons que c'est une injustice qui a été réparée. Cette disposition pénalisait fortement la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui va changer désormais? Ce qui va changer, c'est que nous aurons la possibilité, d'acquérir les armes comme tout État, sans que les fournisseurs chez qui nous allons acheter des armes puissent être obligés d'envoyer la liste aux Nations Unies. Lorsque vous envoyez des listes, il n'est pas exclu que cela peut tomber entre les mains de vos ennemis. Comme ça, ils auront les renseignements sur le matériel dont vous disposez. Et donc aujourd'hui, nous gagnons un peu plus, en tout cas en souveraineté de ces points de vue-là, où nous pourrons nous équiper, reformer notre armée et être sûrs que nous réglons les problèmes de sécurité dans l'est de notre pays. Donc la MONUSCO a encore une année de rester en RDC quand on fait le rapport qu'il y a entre le casque bleu et la population beaucoup plus du côté de l'Est du pays. Est-ce que le pays n'a pas un peu lâché du lest pour que la MONUSCO reste? Écoutez, chaque année, le Conseil de sécurité a pour coutume de prolonger les mandats de la MONUSCO, mais cela s'est fait évidemment de concert avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et pour ce qui a été convenu spécifiquement dans cette résolution, les priorités restent la protection de civils, le soutien au programme de désarmement et démobilisation de groupes armés, parce que vous savez, au terme du processus de Nairobi, l'une des actions principales avec les groupes armés, c'est notamment le désarmement, la démobilisation, et évidemment la réforme du secteur de sécurité. Et ce que vous devez intégrer,
c'est que dans cette résolution, il y a des dispositions qui nous obligent de continuer le travail que nous avons commencé avec la MONUSCO sur le plan de transition, et il y a une évaluation qui pourra être faite dans 6 mois sur l'évolution, parce que comme nous l'avions déjà dit, comme le gouvernement l'avait dit, en fonction des demandes de nos populations, la mission des Nations Unies au Congo devrait s'arrêter d'ici l'année prochaine. L'actualité au pays, c'est encore les conséquences des inondations à Kinshasa. Le bilan officiel fait état de 169 décédés. Ils seront enterrés demain à Ntsélé-Bambou. En leur mémoire, un culte écuménique a été organisé au Palais du Peuple. Le couple présidentiel a participé à ce moment d'émotion. Elvira Panzou, Fiston Matondo, Claude Mboui. Tristesse, désolation et consternation ont émaillé le visage de familles éplorées venues assister au culte écuménique célébré à l'esplanade du Palais du Peuple en hommage de leurs proches qui ont perdu la vie lors de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022. Pluie qui a causé la mort de plus de 130 personnes et des disparus ainsi que d'énormes dégâts matériels. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le gouvernement à cet effet. Sensible aux problèmes qui touchent sa population, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a écourté sa visite officielle de travail à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour venir s'enquérir personnellement de la situation. La présence du chef de l'État et de la très distinguée première dame à ces cultes écuméniques est un hommage collectif rendu à ses compatriotes disparus à la suite de cette calamité naturelle. Dans son mot d'ouverture, l'apôtre Kabongo des églises de réveil a donné les buts de ces cultes écuméniques célébrés en mémoire des illustres disparus et les familles éplorées avant d'appeler tour à tour les représentants des confessions religieuses à adresser leurs prières à Dieu en leur faveur. De son côté, le représentant des familles éprouvées, Bongole Bolotoi, a adressé quelques mots de remerciement au couple présidentiel pour l'assistance et la prise en charge des obsèques. Les victimes des inondations à Kinshasa ont trouvé généralement la mort dans les éboulements de terre qui ont détruit leurs maisons, d'autres par électrocution. L'inhumation interviendra ce mercredi 21 décembre au cimetière de Kimpoko. Puisqu'on parle de catastrophe, aujourd'hui, 20 décembre, le monde célèbre la journée de la solidarité humanitaire, occasion pour la RDC de bénéficier du renouvellement de l'appui, de la confiance des ONG et des autres partenaires pour aider le pays à faire face aux urgences. Médard Mbouyal Mangan. Les familles des victimes de la dernière pluie diluvienne aux conséquences fâcheuses ont reçu l'assistance humanitaire du gouvernement de la République. Les préparatifs des obsèques de 169 personnes décédées des suites de cette pluie diluvienne s'accélèrent. Hubert Tetikaïn Kalaba, directeur des cabinets de Modeste Moutinga Moutuchai, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, a présidé une rencontre de prise de contact avec les membres des familles éplorées dans la salle de conférence du gouvernement provincial de Kinshasa. Ce que nous venons faire ici aujourd'hui plus précisément, c'est tout simplement apporter un peu de l'aide aux familles éprouvées. Aux familles éprouvées parce que vous savez, comme les corps sortiront de la mort directement vers les cimetières, on doit permettre aux familles de faire un peu une veillée mortuaire, de faire un peu leur deuil. C'est pour ça que l'État a préféré qu'on remette un peu de moyens aux familles, à chaque famille,
pour qu'ils puissent faire leur deuil, la veillée, parce que le mercredi, nous serons obligés d'enterrer. Et demain, le chef de l'État lui-même sera en contact avec les familles, parce qu'à travers une messe écuménique qui sera organisée demain au Palais du Peuple. Voilà, et là, il y aura aussi toutes les familles, parce que le chef tient vraiment à rendre hommage à nos compatriotes qui sont décédés. Au jour d'aujourd'hui, on a dénombré à peu près 169 corps, mais qu'on n'a pas tous emmenés. Et nous avons au moins 5 corps à Kassangoulou et les restes qu'on est en train de ramener. Mais à la morgue centrale du Kinshasa, au moment où nous parlons, il y a à peu près 151 corps. Le gouvernement de la République tient à des sépultures dignes de tous ses compatriotes décédés. En mars 2023 va se tenir la conférence Russie-Afrique. Justement, dans les préparatifs de cette grande rencontre, une délégation des parlementaires russes est à Kinshasa. Elle a été reçue par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Sylvie Moimbo, reportage. La diplomatie parlementaire est au beau fixe entre Kinshasa et Moscou. La délégation parlementaire de la Fédération de Russie, conduite par le président du groupe d'amitié entre la Russie et la RDC, ainsi que de certains pays d'Afrique centrale et australe, Nicolas Novishkov est venu remettre au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Diapwanga, une invitation de la conférence parlementaire internationale qui aura lieu du 19 au 20 mars prochain en Russie. Au cours de cette rencontre de ce jour, nous avons parlé des questions sécuritaires. Nous avons parlé des questions électorales. Il y a aussi des investisseurs russes qui veulent venir ici. 2023, année électorale en RDC, la Russie a promis de demeurer aux côtés de la République démocratique du Congo. Je prends toujours l'intégrité territoriale des pays africains, surtout de la RDC. Notre peuple plaide pour la paix et la prospérité de toutes les nations et nous soutenons cette idée toujours. Je tiens à remercier l'honorable président de l'Assemblée nationale pour cet accueil chaleureux et j'espère que nous allons poursuivre cette pratique. La RDC, pays aux multiples potentialités, reste ouverte aux hommes d'affaires désireux d'investir au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Michel Samaloukonde à la centrale électorale, le Premier ministre invite la population à s'approprier ce processus pour 2 raisons, le patriotisme et la responsabilité. Pati Tondongo Kizunda, Julien Piana. L'avant-midi de ce lundi 20 décembre 2022, le Premier ministre l'a consacré à la Commission électorale nationale indépendante. Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a pris part à la présentation des kits d'enrôlement des électeurs et du mode d'utilisation de l'application Pré-Rapseni. Le chef du gouvernement a voulu s'assurer personnellement du bon déroulement des préparatifs de l'opération d'enrôlement des électeurs en vue des élections prévues en 2023. Opération qui bénéficie de l'appui de son gouvernement et sur laquelle le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient mordicus pour la continuité du processus électoral à la République démocratique du Congo. Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a, avant d'appeler les Congolais à s'enrôler massivement, salué les innovations apportées par les bureaux de la CENI en ce qui concerne les kits d'enrôlement. Nous avons prévu aussi justement de nous assurer d'accroître notre force du point de vue justement de notre police pour garantir cette sécurité tout au long du processus électoral pour l'année 2023. Ensuite, je voudrais ici indiquer que pour que nous puissions arriver à l'aboutissement de ce processus tel que voulu et même d'ailleurs déclaré par son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir le respect des délais du point de vue de l'organisation des élections. Mais c'est une implication de tous ici qui est demandée, de toute la population qui doit s'approprier ce processus, d'abord par patriotisme, parce qu'il en va de la bonne continuité démocratique de notre pays, mais aussi par responsabilité individuelle de garantir le choix de nos dirigeants politiques pour la bonne continuité de la marche du pays.
L'ALDEC en retraite, les cadres de cette formation politique coiffée par la princesse Adel Kaïnda se préparent aux opérations électorales. Félix Antoine Tshisekedi est leur candidat à la présidentielle. Angèle Mabiala-Landou. Calendrier électoral disponible, les dates des élections connues, l'heure et à l'affûtage des armes dans les partis politiques. À l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, c'est une retraite de 3 jours qui a été choisie. Les cadres nationaux et provinciaux venus de tous les coins et recoins de la République se sont retrouvés à Kinshasa, la capitale, et ont mis ensemble des intelligences pour que l'Alliance des démocrates chrétiens ait des députés nationaux et provinciaux pour donner une majorité confortable au président de la République en 2023. Fachi béton ou rien et la détermination pour 2023 à l'ALDEC. L'autorité morale du parti voudrait voir plus de chrétiens au Parlement en 2023. L'ALDEC est donc une aubaine. Mes remerciements s'adressent à vous tous, camarades, d'avoir répondu nombreux et positivement à notre retraite qui jette les bases positives pour la réélection à la magistrature suprême aux élections de 2023 de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Josué, Fachi Béton, et ALDEC prend l'engagement de lui donner une majorité confortable. Je vous encourage à mobiliser nos militants, à s'enrôler massivement afin d'assurer une majorité parlementaire consolidée au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Josué, Fachi Béton. Après 5 ans d'existence, l'occasion a aussi permis une autopsie réelle de la vie du parti et le renouvellement de ses organes centraux. Je l'ai dit en ouverture, des grandes affiches annonçant la tenue de la conférence des gouverneurs à Mbandaka font partie du décor depuis plusieurs jours. Dans la ville, l'ambiance avant l'arrivée du président de la République est grandiose, tel que décrit par Guylain Kabalondi dans ce reportage. Le désespoir laisse de plus en plus place à l'espoir en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Autrefois à genoux et longtemps oubliée, cette ville portuaire s'inscrit aujourd'hui sur la voie de son développement. Et c'est elle qui abrite à partir de ce jeudi la 9e conférence de gouverneurs de province. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo y est attendu ce mercredi pour présider cette réunion. Ce sera la toute première mission d'itinérance du chef de l'État dans la capitale provinciale de l'Équateur. Et le gouverneur de province, qui veille au grain à quelques heures de l'arrivée du chef de l'État, rassure que tout est fin prêt pour un événement réussi dans son entité. Tout le monde est content, il y a un mouvement, tout le monde a la chaleur d'accueillir le chef de l'État. Et surtout pour la conférence des gouverneurs que mes prédécesseurs attendaient, ça fait maintenant 13 ans. Donc c'est vraiment une journée historique pour la province de l'Équateur démembrée et la Grande Équateur. Banderoles, affiches, calicots et panneaux trônent avec des messages de bienvenue au 5e président de la République démocratique du Congo. C'est toute une population qui est mobilisée et bien entendu avec ses désidérata. Nous souhaitons la bienvenue au président de la République. Pendant sa campagne, il avait dit qu'il allait faire de son mieux pour amener l'ancien président Mobutu au Maroc. Nous souhaiterons vivement qu'il y ait ces retours-là pour sceller l'unité nationale. Les militants de partis politiques ne sont pas en reste. Ils arpentent les rues pour donner le ton à une mobilisation générale pour l'accueil chaleureux du premier citoyen du pays, à l'instar de ceux du parti présidentiel, l'UDPS. Du côté de l'aéroport national de Mbandaka, le trafic est intense. Les délégations se succèdent pour participer à l'événement. Un événement qui sera précédé un jour avant d'un meeting du chef de l'État à l'esplanade de la maison communale de Wangata au centre-ville de Mbandaka.
Mbandaka en ébullition, les agents et fonctionnaires de l'État n'y sont pas en reste. Il est prévu le lancement des travaux de construction du nouveau bâtiment de la SENSAP. Le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou est arrivé hier à la tête d'une délégation gouvernementale. Nadine Kilocho, Mokemalouma, reportage. Première fois que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va séjourner dans la province de l'Équateur, en marge de la tenue de la conférence des gouverneurs. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, conduisant une forte délégation gouvernementale, est arrivé le lundi 19 décembre 2022 au chef-lieu de la province de l'Équateur, reçu avec allégresse par la population de Mbandaka. Matérialisant les directives du chef de l'État sous la supervision du Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pose des actions pour la gestion rationnelle de la carrière des agents publics de l'État. À Mbandaka, le VPM va sensibiliser sur la nouvelle loi portant régime spécial des agents publics de l'État, mais aussi assister à la pose de la première pierre par le chef de l'État pour la construction du siège provincial de la Caisse nationale des sécurités sociales des agents publics de l'État, SENSAP, pour la prise en charge des retraités dans cette province. Mbandaka vibre déjà au rythme de l'arrivée du chef de l'État. Les notables de l'espace Grand Équateur, dont notamment le VPM Jean-Pierre Liaou, ont appelé à une mobilisation tous azimuts pour accueillir sans précédent le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre chose, direction Arusha en Tanzanie, le Burundais Joseph Ntakarutimana prend la tête de l'Assemblée législative de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le nouveau bureau compte également 2 délégués de la République démocratique du Congo. Robert Ndaïchinsensé, envoyé spécial. Journée des travaux de la 5e Assemblée législative de l'Afrique de l'Est qui se déroule à Arusha en Tanzanie. Ce mardi 20 décembre 2022, les parlementaires délégués par chaque État membre ont élu le nouveau président de cette 5e Assemblée. Il s'agit du Burundais Joseph Ntakarutimana, 62 ans, qui présidera pendant 5 ans à ce Parlement de l'EALA. Élection qui s'est déroulée en présence du président du Sénat congolais, Modeste Bahati Lukwebo, et du premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbatabe-Tokumesu. Ce candidat qui a fait l'unanimité a bénéficié du soutien sans faille de la République démocratique du Congo. Les 9 délégués de la RDC ont soutenu Joseph Ntakarutimana. Élection qui s'est déroulée selon les directives élaborées par l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat congolais, a dit toute sa joie de voir que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait vu juste de faire entrer son pays dans l'EAC. C'est l'association des secrétaires généraux de l'EALA, ici en Toge, qui ont conduit, selon l'article 3 du règlement de l'Assemblée législative, ces élections. Nous avons besoin de l'appui de tous les pays membres. Et ce sera le combat de nos 9 délégués pour que la voix de la RDC soit entendue et que la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit suivie et soit appliquée, en tout cas que les autres pays nous emboîtent le pas pour l'intérêt de tous, parce qu'on ne peut pas se développer, on ne peut pas développer les échanges entre les peuples et entre les hommes d'affaires si on n'a pas la paix et la sécurité. Joseph Ntakarutimana a dans son discours d'acceptation après son élection 55 voix pour, 1 voix contre et 7 abstentions, remercié ses collègues pour la confiance et surtout la République démocratique du Congo pour le soutien. Finances pour augmenter la capacité d'absorption des fonds mis à disposition par les bailleurs. Des contrats de performance ont été signés par des gestionnaires des différents projets et la BAD sous le contrôle du ministre des Finances, Edith Chalakatala. Les contrats de performance entre le gouvernement de la République et les unités de gestion des projets financés par la Banque africaine de développement BAD ont été signés. C'est pour un total d'1,7 milliard de dollars américains. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, inscrit cette signature dans le cadre des efforts que déploie le gouvernement de la République pour augmenter qualitativement et quantitativement la capacité d'absorption des fonds disponibles avec des projets pertinents et susceptibles de contribuer au développement durable. La mobilisation des ressources intérieures et des ressources extérieures s'inscrit parmi les actions continues assignées au gouvernement de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République,
dont je salue la persévérante volonté de faire progresser notre pays, notamment sur la question de la performance des projets du peuple. Donc, ce pari de DGP, la part vient de faire sa part en envisageant d'accroître significativement l'allocation pour la RDC. Nous devons être au rendez-vous, nous aussi, en montrant que nous avons besoin de cet argent, que nous savons le dépenser efficacement et que nous savons le transformer dans la réalité de nos concitoyens. Un cadre de dialogue sera mis en place pour approfondir les idées sur certaines questions de recrutement dont la rigueur garantira la performance et l'efficacité pour l'atteinte des objectifs. La Caisse nationale de sécurité sociale vient de capaciter ses agents et ses cadres autour des matières liées aux procédures des passations des marchés publics. La formation était assurée par l'autorité de régulation des marchés publics. Cette formation organisée par l'autorité de régulation des marchés publics, après 8 mois d'examen et d'études du dossier, a eu le mérite de mettre à niveau les agents et cadres membres de la cellule Caisse nationale de sécurité sociale sur les procédures de passation des marchés publics. Les principes fondamentaux sur l'économie budgétaire, celui d'équité de tous à la commande et de transparence, pour ne citer que cela, ont été mis à la disposition des participants. Nous avons animé cette session. Elle a porté sur les généralités sur le marché public, à savoir quels sont les organes qui interviennent dans le système de passation des marchés publics, les différentes méthodes de passation des marchés, ainsi que les processus de passation des marchés. Cette formation organisée sous l'égide de la Direction générale de la CNSS traduit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de rendre plus performantes les entreprises du portefeuille de l'État. Pour innover davantage la Caisse, il est impensable qu'on passe outre la loi sur le marché public qui nous a été citée ici, celle de 2010, mais aussi les divergences réglementaires qui ont suivi. J'ose croire que vous ferez tout, que nous soyons les meilleurs possibles du fait du respect des procédures. L'objectif poursuivi par cette formation, c'est la gestion et la réduction des dépenses au regard des recommandations formulées par l'Inspection générale des finances IGF et la CIPRES, organe suprême qui regroupe les caisses au niveau de l'Afrique. Et pour terminer, les efforts fournis par la République démocratique du Congo, reconnus par l'USAID, c'est en matière de lutte contre l'esclavagisme. Une délégation de cette structure a eu des échanges avec l'Agence pour la traite des personnes. Rodépanda pour des détails. La traite des personnes humaines sous toutes ses formes que mène la RDC bénéficie de l'appui de l'USAID. L'Agence pour la lutte contre la traite des personnes, APLTP, service technique rattaché à la présidence de la République, ne cesse d'entreprendre des activités de terrain pour des séminaires de sensibilisation de la population et les services animateurs ciblés sur la protection contre l'esclavage et dénoncer des cas éventuels tels que les travaux forcés des enfants, la prostitution, les mariages forcés, l'enrôlement forcé des enfants dans les groupes armés rebelles. Quel est le degré de réalisation dans l'éradication de cette pratique de traite des personnes en RDC? C'est l'essentiel de la réunion mixte d'évaluation de ce jour entre l'APLTP et la délégation de l'USAID conduite par Anthony Medeiros, directeur adjoint du Bureau de démocratie et gouvernance sur la traite des personnes. Le coordonnateur adjoint de l'APLTP fait l'économie de ces échanges sur une note de satisfaction. Et à la lumière des questions et échanges que nous avons eus avec les représentants de l'USAID, nous estimons qu'ils se sont rendus compte que non seulement la République démocratique du Congo dispose d'une agence qui s'occupe de la traite des personnes dans notre pays, mais c'est une agence qui fait des descentes sur terrain en termes de sensibilisation, de suivi et de protection des victimes, en termes de collecte et de base de données. Donc, sur tout le plan, l'agence fait le travail qu'elle s'est assignée à faire d'après son plan stratégique. Et nous estimons que le bilan est positif par rapport à ce que nous avons programmé. Et comme il nous reste un pan d'une année et demie, nous estimons que nous allons également, avec les moyens qui nous seront évidemment accordés dans le cadre de ce partenariat, être en mesure de pouvoir les finaliser. Pour l'USAID, la RDC est sur la bonne voie en matière de lutte contre la traite des personnes.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Madame, monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je reviens sur la principale information. Le Conseil de sécurité a voté 2 résolutions. L'une porte sur la levée de la procédure des notifications sur l'achat des armes en direction de la République démocratique du Congo. La deuxième résolution proroge pour 1 an le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. 2 requêtes présentées par la France au Conseil de sécurité. Vous avez suivi les détails dans ce journal avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. L'actualité revient à 23h avec Tétis Samba à la présentation. Je reviens demain à 20h. Bonne soirée.